avec l'audition de M. Bernard Dorozuc, président de l'Autorité de sûreté nucléaire, accompagné de M. Olivier Dubois, membre du collège, et M. Olivier Gupta, directeur général. Monsieur le Président, je vous remercie de vous être rendu disponible rapidement pour cette audition, importante pour la Commission à plusieurs titres. Votre mandat arrive à échéance le 12 novembre, après 6 ans à la présidence de l'ASN et un riche parcours dans le contrôle des activités et installations à risque. Après quelques semaines, à quelques semaines près de cette fin de mandat, qui coïncide avec la fusion de l'ASN et de l'IRSN le 1er janvier 2025. Donc, la Commission a donc souhaité vous entendre pour un point de situation sur l'ASN, ses principaux dossiers en cours et l'état de préparation de la création de l'ASNR. Il était important pour nous que cette audition se tienne avant celle de M. Pierre Abadie, que le Président de la République a désigné pour vous succéder. Nous ne vous demandons évidemment pas de vous prononcer sur ce point, nous souhaitons simplement disposer d'un bon éclairage sur la situation de l'ASN avant son audition. Où en sont les préparatifs de la fusion? Quelles sont les principales étapes qui restent à franchir avant le 1er janvier? Quel est l'état du dialogue social alors que l'intersyndical et le comité social et économique ont exprimé leurs inquiétudes? Les questions de mes collègues seront certainement nombreuses sur ce point. Il me paraît important que vous nous donniez également des indications sur le suivi des principaux sujets d'attention que vous avez soulignés dans votre dernier rapport annuel lié à la prolongation des réacteurs, aux innovations liées aux petits réacteurs modulaires et à la rigueur industrielle à tous les niveaux de la chaîne de la filière. Enfin, alors que nous engagerons prochainement l'examen du projet de loi Finances, nous sommes intéressés par vos indications sur la situation budgétaire de l'ASN et de votre appréciation et de ses besoins. Avant de vous céder la parole pour un propos introductif, je précise que les orateurs des groupes disposeront ensuite de 3 minutes pour leurs interventions, qu'ils pourront scinder pour rebondir sur votre réponse. Dans un second temps, les députés qui le souhaitent pourront successivement poser une question d'1 minute et vous pourrez y répondre globalement. Je vous en remercie. Excusez-moi. Voilà, parfait. Merci beaucoup. Merci Madame la Présidente. Merci de nous accueillir. Nous sommes très heureux de vous rencontrer, Mesdames et Messieurs les députés, pour cette audition que vous avez parfaitement cadrée en termes d'objectifs. Donc je ferai un propos liminaire, puis nous répondrons avec Olivier Dubois et Olivier Gupta que vous avez présentés aux questions que vous nous poserez. Mon propos liminaire comportera 2 parties. S'agissant d'une première audition de la part de votre commission sur le nucléaire et de la présence de nouveaux parlementaires, je commencerai mon propos par un rappel succinct des conclusions du bilan de l'état de la sûreté et de la radioprotection que l'ASN a présenté en mai dernier à l'Office parlementaire d'évaluation des choix technologiques et scientifiques. Et je soulignerai en conclusion de cette partie les principaux points d'attention pour l'avenir. J'évoquerai ensuite, comme vous me l'avez demandé, l'état d'avancement de la mise en place au 1er janvier 2025 de l'ASNR, Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, nouvelle autorité administrative indépendante qui résultera de la fusion de l'ASN et d'une grande partie de l'IRSN en application de la loi du 21 mai 2024. Tout d'abord, concernant le bilan présenté à l'OPEX en mai dernier, je me limiterai à 2 constats généraux. Tout d'abord, du point de vue de l'ASN, le niveau de sûreté des installations nucléaires a été satisfaisant durant la période 2023 début 2024. Faisons un rapport annuel sur l'état de la sûreté. Cette période a été caractérisée par une moindre tension sur les installations du cycle aval du combustible, c'est-à-dire les installations qui procèdent au retraitement du combustible usé ou qui fabriquent le MOX, issu des produits valorisés par le retraitement,
et par la mise en œuvre par EDF d'une stratégie qui a été jugée appropriée par l'ASN pour faire face et traiter le phénomène de corrosion sous contrainte qui était apparu et qui avait affecté le fonctionnement d'une partie du parc nucléaire au cours de l'année 2021 et 2022. L'anticipation des questions techniques soulevées par la durée de fonctionnement des réacteurs est restée pendant toute cette période une priorité par EDF, avec la poursuite de manière satisfaisante du 4e réexamen de sûreté des réacteurs de 900 MW et l'engagement de la phase générique du réexamen des réacteurs de 1300 MW. EDF a également lancé des analyses techniques et scientifiques préliminaires sur la capacité des réacteurs à poursuivre leur fonctionnement jusqu'à ou au-delà de 60 ans, et c'est un sujet qui nécessite une très grande anticipation. Durant cette période, les performances en matière de radioprotection se sont maintenues à un haut niveau, malgré une augmentation dans le secteur médical d'événements significatifs de niveau 2, en raison notamment d'erreurs de latéralité ou de positionnement des patients en radiothérapie. Cette situation contrastée dans le secteur médical a conduit l'ASN à rappeler l'importance des analyses de risque et de la vigilance à avoir sur les évolutions d'organisation et de mode de fonctionnement d'un secteur hospitalier en grande tension. Je m'en tiendrai à ces constats généraux. À ce stade, compte tenu du temps dont nous disposons, mais nous pourrons bien évidemment revenir sur les points spécifiques que vous souhaiteriez liés à ce bilan lors des questions. Je soulignerai en revanche davantage dans mon propos liminaire les 4 sujets d'attention pour l'avenir sur lesquels nous avons insisté lors de nos interventions à l'OPEXT. Ces sujets constituent en quelque sorte autant de messages délivrés au terme de mon mandat de président de l'ASN, comme vous l'avez indiqué. Premier message. Tout d'abord, les perspectives plus ambitieuses qu'il y a quelques années de la part des exploitants nucléaires, tant EDF qu'Orano, de poursuite d'exploitation des installations existantes, imposent l'identification dès à présent des mesures à mettre en œuvre pour atteindre, dans des conditions sûres, les nouveaux horizons envisagés. Il y a de la part des exploitants l'ambition d'aller au-delà des échéances qui avaient été jusqu'à présent soit envisagées à la conception, soit dans le cadre de la PPE. Et ce report d'échéance impose nécessairement des mesures fortes en termes de résilience et de sécurisation des installations nucléaires. Ces mesures concernent à la fois les réacteurs de puissance d'EDF, mais aussi les installations du cycle du combustible. Et ces mesures doivent conduire à rendre les installations actuellement en service plus robustes, plus résilientes face aux risques d'aléas et de vieillissement. C'est le premier point d'attention. Ce point d'attention doit se concrétiser notamment par la poursuite des actions de maintien en conformité et d'amélioration de la sûreté qui sont décidées lors des réexamens de sûreté des installations et par la sécurisation des installations support, parfois uniques, indispensables à la poursuite des exploitations. Deuxième message. À plus long terme, et en relation avec les choix à faire en matière de politique énergétique, il s'agit d'anticiper le risque d'effet falaise lié à la mise à l'arrêt progressive des réacteurs du parc d'EDF existants qui fournissent, comme vous le savez, 70% de notre électricité. Cette échéance est lointaine, mais elle nécessite une anticipation de l'ordre de 20 à 30 ans. Cette anticipation suppose un choix robuste et stable sur les capacités de production d'électricité à venir, quelles qu'elles soient. Les questions de sûreté et les choix de politique énergétique ne peuvent pas, de ce point de vue, être décorrélés. Le temps du nucléaire est le temps long. Aucun projet ne se réalise en un délai de moins de 20 ans, au moment où il est imaginé ou au moment où il est opérationnel. Donc il faut anticiper cette situation que nous aurons face à nous, quoi qu'il arrive à un moment donné. Pour l'ASN, il ne faudrait pas que la question de la poursuite d'exploitation des réacteurs nucléaires se pose de manière subie,
et que la poursuite d'exploitation de ces réacteurs soit considérée comme étant la variable d'ajustement d'une politique énergétique qui aurait été mal calibrée. Le troisième sujet d'attention concerne le développement des innovations qui peuvent impacter la sûreté, mais également la radioprotection, et notamment dans le domaine médical. Ces innovations peuvent concerner des installations nucléaires, comme par exemple le développement des petits ou des micro-réacteurs qui sont actuellement jugés utiles pour les besoins de décarbonation de l'économie. Elles peuvent concerner les activités nucléaires dans le médical, comme le développement de nouvelles machines ou de nouveaux radiopharmaceutiques pour améliorer le traitement des cancers. Ces innovations peuvent aussi s'appliquer de manière transverse au domaine de la sûreté et de la radioprotection, par exemple avec le développement des nouvelles applications de l'intelligence artificielle. Dans tous les cas, l'engouement que peuvent susciter ces innovations, tant au niveau national qu'international, ne doit pas éluder les questions techniques, sociétales et systémiques qu'elles soulèvent. Je pourrais le développer. Mais il ne doit pas non plus éluder les besoins de connaissances scientifiques et de nouvelles compétences qu'elles supposent, y compris pour l'autorité de sûreté et de radioprotection. Enfin, et c'est mon dernier point d'attention, les nombreux projets envisagés dans le nucléaire imposent un effort exceptionnel en matière de compétences, mais aussi de qualité et de rigueur industrielle pour l'ensemble de la filière. La disponibilité des compétences techniques, y compris en moyens d'ingénierie expérimentés, des compétences de contrôle et d'expertise, reste le point déterminant de la soutenabilité des ambitions du gouvernement et de la filière nucléaire. Malgré les progrès constatés en matière de maîtrise technique et de pilotage des projets, les contrôles de la chaîne d'approvisionnement des matériels destinés aux installations nucléaires mettent encore en évidence des faiblesses récurrentes dans la rigueur industrielle et dans la connaissance des exigences à respecter pour atteindre le niveau de qualité et de conformité attendu pour des équipements importants pour la sûreté. Au-delà de ces faiblesses, dans un contexte de forte montée en charge et au vu des constats effectués ces dernières années lors de nos inspections, la lutte contre les falsifications et les contrefaçons à tous les niveaux de la chaîne de sous-traitance doit rester un point majeur de vigilance pour toute la filière nucléaire. Voilà, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, ce que je voulais dire concernant le bilan de la sûreté et les points de vigilance pour l'avenir. Je terminerai mon propos liminaire par un point d'avancement sur la mise en place de la réforme du contrôle et de la sûreté et de la radioprotection décidée par le Parlement et définie dans la loi du 21 mai 2024. L'ASN et l'IRSN s'attachent à la mise en place de cette réforme ambitieuse qui prévoit la création au 1er janvier de l'ASNR. Le processus de mise en place est en cours. Le calendrier est tendu et notre responsabilité est de nous mobiliser collectivement pour trouver des solutions aux questions qui se posent. C'est ce que nous faisons avec énergie et détermination. L'objectif que nous sommes fixés est de disposer au 1er janvier prochain d'une organisation permettant d'assurer la continuité de l'activité et des missions rassemblées au sein de la future ASNR. Cette organisation transitoire n'a pas vocation à être définitive. La priorité du travail de préfiguration à réaliser concerne les actions jugées incontournables pour assurer le fonctionnement de l'ASNR au 1er janvier 2025. Certaines actions ont bien avancé ou sont sous contrôle pour être achevées avant la fin de l'année, comme par exemple la préparation des décrets nécessaires à l'application de la loi, l'élaboration de la marque ASNR ou encore le démarrage d'exercices de gestion de crise pour tester la nouvelle organisation commune. D'autres doivent faire l'objet d'une attention particulière et d'un renforcement de leur gestion en liaison avec les services de l'État concernés. De façon générale, les questions de gouvernance et de fonctionnement de l'ASNR doivent être bien définies pour assurer la continuité de service au 1er janvier 2025. Compte tenu du délai limité entre la promulgation de la loi et la création de l'ASNR, le projet d'organisation transitoire privilégie une stabilité fonctionnelle
et géographiques permettant d'assurer la continuité de l'activité et des missions dans l'attente de la définition d'une organisation cible. L'organisation prévoit une direction générale unifiée, un maintien en l'état et une juxtaposition des entités cœur de métier de la sûreté, de la santé, de l'environnement et de la radioprotection, et un rapprochement au sein d'entités nouvelles des personnels exerçant des fonctions support, transverses et de pilotage. Ce projet de regroupement et de réarrangement ciblé conduit à limiter les évolutions au 1er janvier 2025. Dans le cas général, il n'implique pas de changement de mission des personnels concernés et seulement une trentaine de personnes à l'échelle de la SNR, qui en comportera plus de 2000, verraient leur poste à reconfigurer. Aucune activité ne disparaît. Le projet d'organisation au 1er janvier a été soumis aux instances représentatives des personnels des deux entités en application de l'article 16 de la loi du 21 mai 2024 qui donnait au collège la possibilité de le faire. Ces instances ont toutes deux émis un avis défavorable au projet. L'une estimant que la mise en place de la réforme devrait être repoussée au 1er janvier 2026 sans passer par une organisation transitoire, l'autre que le projet présenté n'allait pas assez loin et pas assez vite en termes d'ambition et de convergence des pratiques au sein de la SNR. Le collège de la SNR est en train d'étudier ces avis et les propositions qui l'accompagnent. Il a prévu d'auditionner les directions générales des deux entités la semaine prochaine avant de prendre position au tout début octobre sur les suites à donner. Voilà, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, ce que je souhaitais dire en propos liminaire. Merci beaucoup, Monsieur le Président.